Et oui, de ces passages très appréciés depuis maintenant quelques semaines, on reçoit avec grand plaisir Monsieur Yannick Otto pour nous parler aujourd'hui de comment accomplir beaucoup en moins de temps. En un mot, comment optimiser son temps pour être efficace. Bonjour Monsieur Otto. Bonjour Alice. Bonjour Joël. Bonjour. Bienvenue. Alors, on a essayé de stratifier un peu notre échange avec des éléments très importants. Déjà, vous allez nous parler de quelques méthodes efficaces. On démarre par laquelle? On démarre, on va dire, par la loi de Pareto, qui est la loi 80-20, qui est une loi économique, mais qui a tout son sens dans la gestion du temps et surtout qui a tout son sens dans la productivité et la performance. Vous voyez, la loi de Pareto, appelée loi 20-80, c'est une loi qui stipule que si un individu a 80%, n'est-ce pas, d'efforts à faire, dans ces 80% d'efforts, il y a seulement 20% qui sont, on va dire, à l'origine du résultat qu'il produit. Donc, si par exemple, il a 10 tâches, il y a seulement 2 tâches parmi les 10 qui sont susceptibles de lui apporter du résultat. Donc, ce qu'il devrait faire, il devrait trouver les 2 tâches parmi les 10 et s'occuper entièrement de ça avant, effectivement, de passer à autre chose. Comment trouver ces 2 tâches? Très bien. On va un peu revenir encore à ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est important. Bien sûr, parce que ça nous permet effectivement de pouvoir avancer. Donc, du coup, il doit se poser 2 questions. Quelle est la chose qui me permet de pouvoir obtenir plus? Donc, quelle est la chose qui me permet d'avoir un plus grand bénéfice? Ça, c'est la première question. Et ensuite, quelle est la chose qui est marquée par un délai? Du coup, si je ne fais pas ça, je peux risquer, par exemple, gros. Donc, l'urgence et puis finalement le niveau d'importance, donc la priorisation, la priorité, le caractère prioritaire de l'activité. Donc ces 2 éléments-là lui permettent de se dire que ce sont ces 2 choses-là qui, si je me concentre là-dessus, me permettra naturellement de pouvoir avancer et de faire des choses beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement en fait. Et pour améliorer son efficacité, sa performance. Alors, dans cette méthode d'efficacité, on parle aussi de méthode de planification. Très bien. C'est très intéressant parce que la méthode de la planification a plusieurs ramifications. Permettez-moi la rime. Donc, la méthode de la planification, ici, il y a non seulement la planification stratégique, on le verra, la planification, on va dire, annuelle, mensuelle et journalière. Mais venons déjà à la planification. La planification, c'est le fait de pouvoir planifier à l'avance, de pouvoir poser sur papier à l'avance et structurer ce qu'on aura à faire. Et elle prend tout son sens et toute son importance parce que dans planifier, il y a plan. Donc, il y a plan d'action. Du coup, la plupart des gens qui font dans l'improvisation, qui ne planifient rien, qui ne prévoient rien, ils sont souvent dépassés par les événements, en fait. Donc, la planification a plusieurs aboutissements, comme je vous disais. Il y a la planification stratégique. La planification stratégique, si vous êtes manager, si vous êtes entrepreneur ou bien si vous êtes dans une entreprise, vous saurez très bien, on parle souvent aussi de plan stratégique. Ça permet de pouvoir dessiner les grandes visions de l'entreprise, les grandes visions de l'activité et ça permet surtout de pouvoir prendre de l'avance sur le marché ou encore sur nos concurrents. D'être dans la prospective. Tout à fait. Donc du coup, ça peut aller sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Ici, il s'agit de grandes visions et il s'agit de stratifier sur le temps. Vous voyez un peu. À côté de cela, il y a la planification annuelle. La planification annuelle nous permet de pouvoir planifier sur l'année en avance. Ensuite, il y a la planification mensuelle qui permet de prendre le mois, n'est-ce pas, avant qu'il ne commence et de pouvoir déceler les grandes activités qu'on aura à faire autres. Mais plus important, c'est la planification journalière et j'allais terminer par ça. Pourquoi c'est plus important? Parce que vous savez, on dit chaque jour suffit sa peine. Et la plupart des gens ne comprennent pas. Et ça, je profite pour lancer un message à tous ceux qui sont, par exemple, dans le domaine commercial et toutes ces choses-là. Quand vous voyez un commercial, la plupart des commerciaux oublient que 30 millions, par exemple, de chiffre d'affaires le mois, c'est 1 million par jour. Et s'il ne fait pas 1 million aujourd'hui, il sera amené forcément et obligatoirement à faire 2 millions demain, sinon 3 le jour suivant et ainsi de suite. Donc, du coup, si chaque jour n'est pas en train de travailler, il risque gros. Donc, la planification journalière permet de faire le checking, de savoir qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui concrètement pour avancer sur notre journée, pour avancer sur nos objectifs et pour avancer naturellement sur notre vie. Alors, Monsieur Otto, de cette planification bien organisée, bien segmentée, annuelle, mensuelle ou journalière, comment on fait la nuance entre la planification et l'organisation? Très bien. Vous voyez, l'organisation, c'est le tout, n'est-ce pas? Où on peut tout fourrer,
n'est-ce pas? C'est le foutou. L'organisation, par exemple, prenons une entreprise, prenons une structure, vous voyez? L'organisation, c'est tout ce qui concerne l'entreprise en quelque sorte. Or, la planification, c'est ce qui vous concerne dans l'entreprise qui est pluridimensionnelle. On peut avoir, par exemple, une entreprise qui fait dans, je ne sais pas moi, qui fait dans le BTP, en même temps qui fait, par exemple, dans la vente de produits cosmétiques, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs branches. Vous êtes, par exemple, on va dire, au marketing. Donc, votre planification, ça ne sera pas forcément de trouver des stratégies pour tel ou bien tel truc. C'est votre département. Donc, la planification, on va se axer sur les activités qui sont basées sur vous, les activités qui vous concernent et sur lesquelles vous avez un pouvoir, sur lesquelles vous avez de l'influence. Donc, en arrivant à, comment je vais dire, en arrivant à mettre le doigt sur des activités-là qui vous concernent et naturellement sur des activités-là qui permettent de pouvoir avancer dans votre domaine, vous êtes en train de planifier. Donc, vous n'allez pas forcément vous occuper de toute l'organisation, mais vous allez renvoyer ça à vous et à votre rôle dans cette partie de l'organisation. C'est ça la planification. C'est votre plan, en fait. Alors, c'est vrai qu'on va poursuivre avec ces méthodes d'efficacité là pour mieux comprendre le sujet, mais rapidement, le lien entre la gestion de temps et cette efficacité personnelle, professionnelle. Très bien. Regardez quelque chose, encore une fois. Au fait, les Américains le disent, time is money. Mais au fond, time is life. C'est-à-dire, le temps, c'est la vie, au fait. Du coup, quand on n'est pas en train de prendre soin du temps, quand on n'est pas en train de mettre à profit le temps, on n'est pas en train de faire bouger sa vie, et ça, dans n'importe quel grenier, on va dire, dans n'importe quel type de domaine. Quelqu'un qui ne gère pas bien son temps, il aura des répercussions sur sa vie de couple, il aura des répercussions sur ses finances, il aura des répercussions sur son social, il aura des répercussions sur pas mal d'aspects, sinon sur tous les aspects de sa vie. Du coup, quand on aide les gens à améliorer bien le temps, ce qu'on fait par derrière, on les aide à devenir beaucoup plus productifs et beaucoup plus performants, et ce, dans tous les aspects de leur vie. Alors, voilà un peu l'imbrication, effectivement, de... Et justement, hein, quand on n'a pas forcément cette bonne planification, cette bonne organisation, là, on remet les choses à demain, on se retrouve dans une sorte de procrastination. Mais ici, vous nous parlez d'une autre méthode qui est la méthode de la procrastination active. Qu'est-ce qu'elle est? Bien sûr. Procrastination créative. Créative. OK, super. Déjà, il faut déjà expliquer aux téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière fois, ce que c'est que la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ce qui est important pour nous. Donc, par exemple, il y a quelque chose de très important et je remets ça au lendemain. C'est une habitude qui est néfaste. Mais là, on parle de procrastination créative pour nous aider à performer et pour nous aider à devenir beaucoup plus productifs. Voici un peu de quoi il s'agit. Il s'agit ici de reporter, mais cette fois-ci, de reporter des éléments de la case numéro 4. Pour rappel, on avait dit la semaine dernière que les éléments de la case numéro 4 sont des éléments qui sont ni importants et ni urgents. Exemple pratique. J'ai envie d'aller sur Facebook, sachant que j'ai des choses très, 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 très importantes pour moi à faire. Je vais dire, j'irai, mais j'irai après. J'ai envie, par exemple, d'aller à un anniversaire, à un baptême, à un mariage, ou bien tout ce que vous voulez. Sachant que, par exemple, je dois préparer mon mémoire et c'est juste pour lundi. Il me reste juste 2-3 jours. J'ai le week-end pour faire ça. Donc, je vais certainement dire que j'irai, mais peut-être j'irai une autre fois, ou bien à un autre mariage. Ou bien j'ai un film à regarder, sachant que j'ai des choses très importantes à faire. Je vais dire, je vais regarder peut-être la rediffusion. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois quand on se met à remettre surtout des choses qui ne sont pas très importantes, notre cerveau et notre organisme retient que cette chose-là n'est pas importante. C'est pourquoi Alice, c'est pourquoi Angeval remet ça. C'est-à-dire pour notre cerveau, à chaque fois qu'on remet quelque chose, ce n'est pas important. Du coup, il ne faut jamais remettre ce qui est important pour nous. Parce que si on remet ce qui est important, le message qu'on envoie à notre subconscient, c'est que ça, ce n'est pas important. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dépassés par leur carrière. C'est pourquoi beaucoup de gens, par exemple, n'arrivent pas à performer sur telle chose et n'arrivent pas à prendre effectivement le pouls de la chose parce qu'ils ont pris l'habitude de reporter ça. Donc, ton organisme ne peut pas t'aider. Tu lui as dit, ce n'est pas important. Report égale à pas important, en fait. Donc, ici, cette méthode-là va consister à reporter des choses qui ne sont pas importantes et surtout qui ne sont pas urgentes. Comment on fait le tri des choses importantes et des choses pas importantes? Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Encore une fois, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce qu'il y a un objectif à atteindre? S'il y a un objectif à atteindre, si ça m'apporte quelque chose, c'est important. Première des choses. Est-ce que si je fais ça, je risque... Est-ce que si je ne fais pas ça, je risque quelque chose? Est-ce qu'il y a une conséquence qui est liée, par exemple, au temps? Au fait que si je ne fais pas ça maintenant, je risque quelque chose. Donc, si la réponse est non, je reporte. Tout simplement, je reporte. Alors, dans cette démarche de productivité-là, il y a ce que vous avez appelé aussi la méthode ABCDE. Super.
La méthode ABCDE, ça donne l'impression qu'on est en train d'apprendre ou encore de réapprendre l'alphabet aux téléspectateurs. Mais en fait, c'est une méthode mémotechnique qui permet de pouvoir retenir facilement un certain nombre de choses sur la gestion du temps. Voici ce qui se cache derrière ces lettres. Quand vous arrivez au boulot, quand vous arrivez au travail, vous allez prendre ce qu'on appelle la to-do list. La to-do list, c'est la liste des choses à faire. Et cette liste-là, vous allez commencer par marquer vos engagements, vos tâches, vos priorités de la journée et toutes ces choses-là que vous devrez accomplir dans la journée. Une fois que ça c'est fait, vous allez regarder encore une fois leur ordre de priorité et surtout aussi leur ordre effectivement de péremption. Et vous allez commencer par leur donner une note ou encore un chiffre, vous allez attribuer un chiffre. Donc vous allez mettre A pour des activités qui sont importantes et urgentes. Donc ça veut dire que c'est des activités par lesquelles vous devez commencer. En gestion du temps, on commence toujours par le plus difficile. Ce n'est pas comme quand on était à l'école où on disait non, fais ce que tu comprends, après tu vas faire autre chose. Non, non, en gestion du temps, on fait ce qui est difficile. Même si tu ne comprends pas, si c'est compliqué, parce que plus c'est difficile, c'est important pour toi. Donc, souvent, certaines personnes fuient certaines choses parce que c'est difficile. Mais parce que c'est difficile, ça veut dire que c'est important pour toi. Donc, A, ici, c'est pour des choses à faire absolument. Donc, A est mis pour absolument. B est mis pour bien après les A. Donc, B, bien après les A. Je fais ces activités-là bien après que j'ai fini avec les activités de niveau A. Ensuite, C, donc A, B, C, D, E. C, on conclut par là. Ce type d'activité-là, on finit la journée avec ça. Ça peut être, par exemple, de rappeler quelqu'un qui avait laissé un message, par exemple, et toutes ces choses-là. Donc, on finit par ça. D, c'est surtout des activités à déléguer. Et j'insiste là-dessus. Parce que, vous voyez, quand on voit un manager, un cadre, un employé, tout simplement, en train de faire toutes les courses, ça veut dire qu'il est en même temps coursier. C'est lui qui gère la facture. C'est lui qui envoie les enfants à l'école, qui les reprend. C'est lui qui fait la photocopie. On se pose la question, à quel moment il va penser stratégie? À quel moment il va apporter l'orientation? Comment je vois un manager qui est en train de faire toutes ces tâches-là? Il y a un gros défi dans sa délégation. Donc ici, ce sont des activités que quelqu'un d'autre peut faire et surtout, il peut faire ça mieux que vous. Ensuite, on a E, pour finir. Donc E, ce sont des activités à éliminer. Ça ne nous apporte rien. Et en plus, si on ne fait pas ça, on ne perd rien. Donc, à éliminer tout simplement. Donc, c'est ça, A, B, C, D, E. Il faut garder A, B, C, D, E en l'esprit pour pouvoir être beaucoup plus productif. Alors, toujours sur la même lancée de la productivité et de pouvoir être efficace en un laps de temps assez réduit, parce qu'on n'a pas finalement toute la vie pour tout faire. C'est cela. Il faut être organisé. On parle d'actualisation de compétences clés. Qu'est-ce à dire? Actualisation des compétences clés. Vous voyez, il est prouvé scientifiquement que plus un individu est performant, plus il maîtrise effectivement les compétences de son domaine et plus il gagne du temps. Vous voyez, prenons un exemple pratique. Vous êtes un manager, vous êtes un cadre, vous confiez un travail à un employé qui consiste par exemple à faire un PowerPoint, une présentation. S'il ne maîtrise pas, là où il allait passer juste 5-10 minutes pour finir ce job, il peut vous faire 5 heures, sinon toute une journée. Vous allez penser qu'il n'a pas envie de faire. Vous allez penser qu'il n'est pas motivé. Au fond, ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent qu'il ne comprend pas comment faire ou encore il ne sait pas bien le faire. Donc, ce qu'il devrait faire, il devrait mettre une pause et aller actualiser ses compétences. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer un peu les téléspectateurs, mais c'est dans le bon sens au fait. Vous voyez, si vous avez eu un master 2 par exemple, et qu'il y a 5 ans que vous avez eu le master, aujourd'hui, vous êtes dépassé. C'est un peu comme si votre master n'est plus valable. Pourquoi? Parce que les spécialistes s'accordent à dire que l'information double chaque 5 ans. Donc, ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis du temps où vous étiez à l'école, si en temps, vous n'avez pas lu, vous ne vous êtes pas formé, vous n'êtes pas allé, on va dire, travailler à votre formation continue, vous êtes dépassé. Beaucoup de cadres, beaucoup de gens sont dépassés comme ça dans les structures, mais parce qu'ils ne savent pas, parce qu'il n'y a pas d'évaluation à nouveau, ou bien parce qu'ils sont dans un système où l'évaluation n'est pas mise de mise, ils pensent qu'ils ont le niveau, ils font le malin, ils tournent, jusqu'à ce qu'ils soient peut-être amenés à sortir de ce caca-là et se rendre compte, quand ils sont dans une autre situation, que là, ils sont dépassés. Il y a une carence. C'est même l'une des raisons pour lesquelles, quand un individu change d'environnement, il peut performer comme il peut dégringoler. Pourquoi? Parce que, supposons qu'il est dans une organisation qui est moins sérieuse, on va dire moins sérieuse, n'est-ce pas? Ou, bon, il est compétent, il n'est pas compétent, on fait avec. Et puis là, il sort de là, il rentre dans une organisation où il est noté, il est marqué sur sa compétence. À ce niveau-là, si on l'évalue, on se rend compte qu'il y a une carence et il passe à côté de sa carrière. Donc ici, ce qu'il faut faire, il faut déjà identifier les compétences qui nous manquent, les compétences dont on a besoin.
Et petit rappel, c'est que dans tous les domaines, il y a des compétences clés qu'il faut maîtriser, n'est-ce pas? Je ne sais pas, s'il y avait un exemple, prenons par exemple peut-être un commercial. Un commercial, c'est quoi? C'est le relationnel. C'est l'approche, c'est la prospection. Donc, si c'est quelqu'un qui est timide, il faut qu'il parte travailler sa timidité. Sinon, ça va lui causer un gros défi et il ne pourra pas vendre. Et un jour ou l'autre, il sera dépassé et rattrapé par cela. Donc, il faut prendre conscience de cet état de fait. Tout à fait. Alors, dans tout ce que vous dites, l'on pourrait se dire comme ça que nous allons travailler dans le stress, ce qui est très dangereux déjà pour nous, travailler dans le stress. Alors, dites-nous, bénéfique ou pas le sentiment d'urgence? Parce qu'on se dit qu'il faut aller vite souvent. Très bien. Voici quelque chose. C'est-à-dire travailler sous l'urgence, c'est-à-dire quand nos projets, quand nos tâches nous ont rattrapés, ce n'est pas bénéfique. Par contre, quand on a le temps et que la date n'est pas encore arrivée et qu'on se met volontairement un sentiment d'urgence, là, on décuple la performance. Vous savez, dans nos formations, il y a un principe qu'on enseigne à nos participants qu'on appelle l'autodérangement anticipé. L'autodérangement anticipé. J'explique pour que les gens puissent comprendre, les téléspectateurs puissent comprendre. Au fait, l'autodérangement anticipé, c'est le fait de se mettre la pression avant que la pression ne soit réelle. C'est le fait de se contraindre à faire des choses avant que les situations, les circonstances extérieures ne soient amenées à nous contraindre à le faire. Exemple pratique. La COVID-19 a fait comprendre aux entreprises qu'elles devraient changer leur manière de travailler. Celles qui avaient compris déjà, avaient déjà commencé par faire des choses... Par intégrer les mécanismes tels que, par exemple, le télétravail, oui. tels que faire des visioconférences, des choses comme ça. Et ça se passait plus ou moins bien. Donc, ces entreprises-là, quand la COVID est arrivée, elles n'ont pas été trop challengées parce que dans leurs habitudes, elles ont appris à faire les choses comme ça. Vous voyez un peu? Elles ont déjà été ce qu'on appelle digital ready. Donc, elles ont fait avec l'air du temps. Celles qui n'avaient pas intégré ça, elles ont été bousculées. Et elles ont trouvé des excuses pour dire qu'à cause de la COVID, ça n'a pas décollé, ça n'a pas fait ci. Mais le truc, c'est que quand un événement vient, l'événement est implacable. C'est votre réaction à l'événement qui va changer le résultat. La COVID, personne ne l'a convoquée. Elle est là. Il faut faire avec. Tout à fait. Alors, nous, ici sur ce plateau, on essaie de donner des éléments aux téléspectateurs afin qu'ils soient beaucoup plus performants, percutants pour leur évolution. Alors, au même titre, hein, dans la même lignée, on parle aussi de l'identification des contraintes majeures à l'efficacité. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux thèmes et on va essayer quand même de faire terre à terre pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Vous voyez, quand un individu est en train de faire une tâche, avant même qu'il accomplisse une tâche, il y a des choses qui l'empêchent. C'est un peu comme quelqu'un veut se marier et il y a des obstacles. Ça peut être par exemple que sa belle famille ne l'apprécie pas. Ça peut être par exemple le fait qu'ils ne sont pas de la même religion, ainsi de suite. Ce sont autant de contraintes qui empêchent l'obtention de l'objectif. Avant même de pouvoir poursuivre l'objectif, l'individu devrait définir ou encore mettre le doigt sur ces contraintes-là et voir dans quelle mesure il puisse lever chacune des contraintes. Sinon, il aura beau forcer, il aura beau faire, il ne pourra pas. Exemple pratique, quelqu'un veut apprendre à parler l'anglais. Il se rend compte que sa contrainte, c'est la honte. Parce qu'à chaque fois qu'il essaie de placer un mot, on se moque de lui, des choses comme ça. Tant qu'il ne gère pas la honte, vous allez lui donner tous les livres d'anglais, je ne sais pas moi, Michel Thomas, méthode pour parler l'anglais, ceci, cela, rien ne va rentrer. Il peut même faire un pays anglophone, ça sera très compliqué. Parce qu'il y a une contrainte à l'efficacité qui est la honte ou qui est la gêne. Donc, nous, notre job en tant que coach, c'est de permettre aux individus d'identifier leurs contraintes à l'efficacité et de les permettre de pouvoir enlever cette contrainte. Quand la contrainte est levée, c'est un peu comme si vous levez le pied sur le frein, la voiture peut partir, simplement. Donc, l'individu peut faire ce travail-là lui-même. Et justement, comment il arrive à faire ce travail-là? Par quelle méthode? Très bien. Il y a déjà deux choses. Il peut se faire accompagner ou se faire coacher. Sinon, voici ce qu'il peut faire. Il peut quand même essayer d'entrer en contact avec son environnement. Vous voyez, les gens sont notre miroir. La plupart des gens voient ce que nous, on ne voit pas. Donc, ils vous aideront à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ils vont vous dire, par exemple, mais à ce niveau-là, il faut vraiment prendre de la hauteur. Parce que beaucoup de gens, je veux dire, n'apprécient pas les critiques. Mais il faut être ouvert. Vous voyez, par exemple, quand on vient à l'émission, quand on finit, je demande à certaines personnes, comment vous avez trouvé? Comment c'était? Je crois que beaucoup de gens m'ont dit, tu parles trop vite. Donc, j'apprends à poser le ton. Oui. Donc, ça aussi, c'est une contrainte.
je parle trop vite parce que naturellement, je suis passionné. Donc, quand je parle, j'ai envie de tout donner, toutes ces choses-là. Mais il faut, parce qu'on a l'antenne, les gens nous écoutent, il faut apprendre. Donc, vous voyez que je commence par essayer de poser le temps, même si ce n'est pas forcément évident. C'est également ça la contrainte. Donc, la contrainte, on l'identifie en demandant à ceux qui nous connaissent mieux que nous. On peut demander à Angeval, à Alice, à son collègue, à son patron, à sa femme, à son ami, mais on lui dit sincèrement que je te demande ça parce que je veux m'améliorer, je veux changer ça. À ton avis, qu'est-ce que tu penses qui bloque et qui m'empêche de pouvoir avancer? Quand il nous dit ça, on se met au travail. Bien sûr, et c'est aussi un signe d'humilité. C'est là. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que vous nous emmenez à nous surpasser. Dans ce surpassement-là, il faut rester focus. Il faut avoir un seul objectif, une seule chose à la fois. Alors, parlez-nous un peu, dans plus d'explications, de cette loi du focus. Très bien. Et la loi du focus, vous voyez, c'est également la loi de la concentration. Quelqu'un a dit que notre attention va là où notre énergie se dirige, ou du moins notre énergie va où notre attention se dirige. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire, quand vous posez votre regard ici, quand vous posez votre regard, par exemple, sur cette tasse-là, Matin Bonheur, tout de suite, vous oubliez tout l'environnement qui est à côté. La plupart des gens ne performent pas parce qu'ils font 10 000 choses à la fois. Ils pensent que être performant, c'est être forcément multitâche. Ils font ci, ils font ça. Les spécialistes s'accordent à dire que quand on fait une activité, on a 100% une activité. Quand on fait 2, l'attention se fractionne. Quand on fait 3, l'attention se divise encore. Vous voyez? Donc si je dois faire 3 ou 4 choses à la fois, mon attention est fractionnée et je ne peux pas être à 100%. C'est pourquoi il faut mettre, et ça va étonner les gens, il faut mettre les œufs dans le même panier et surveiller le panier. Parce qu'à vouloir mettre un œuf ici, un œuf là, un œuf ici, un œuf là, au fond, on ne fait rien et on n'est pas forcément Et si on ne surveille pas les autres paniers, les œufs peuvent se casser. C'est cela. Donc, on met tous les œufs dans le même panier et on surveille le panier. C'est ça la loi du focus. C'est de donner toute son attention, toute son énergie à notre projet, à notre tâche. Quand on finit, on passe à autre chose. Quand on finit, on passe à autre chose. Mais au moment où nous sommes en train de faire, toute notre attention est dirigée là. Vous voyez là, actuellement, il y a des caméras qui sont là. Mais ils sont focus, ils sont en train de faire ce pourquoi ils sont trucs. Il ne peut pas être en train de faire la caméra et tourner ici, passer ici, faire autre chose. Ça le défocus. Pour être excellent, pour être performant, il faut rester focus. Une seule chose à la fois. Tout à fait, une seule chose à la fois pour être beaucoup plus efficace. Alors, la prochaine étape pourrait susciter beaucoup d'étonnement de nos téléspectateurs parce qu'on a tendance à l'entendre dans des milieux où on parle de suprématie, de domination, diviser pour mieux régner. Comment on divise pour mieux régner en étant efficace et, j'ai envie de dire, consensuel? C'est cela, c'est cela. Ouais, à chaque fois que j'explique cette méthode-là, j'aime prendre l'exemple de la pizza royale par exemple. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que c'est possible, un individu, de manger une pizza royale? Pizza royale. En général, il va te dire non, mais c'est trop grand. Si je dois manger ça, je dois manger avec quelqu'un et toutes ces choses-là. Mais je peux vous assurer, je vais vous donner une technique, une méthode qui va vous permettre de pouvoir, on va dire, avaler une pizza royale, mais en un laps de temps. Évitez aussi de gloutonner et la gourmandise. Voici ce qu'il faut faire. Au fait, en 30 secondes. En 30 secondes. Quand vous divisez la pizza, n'est-ce pas, par exemple en 10 parts ou bien en 6 parts, ça devient beaucoup plus motivant pour pouvoir aller jusqu'au bout. Quand le projet, la tâche, n'est-ce pas, à faire, quand c'est colossal, quand c'est grand, ça nous inhibe. C'est-à-dire, on perd nos forces. Beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce que c'est trop grand. Il faut rêver grand, soit. Mais il faut accepter de le fractionner. Mon rêve, par exemple, c'est peut-être de devenir, je ne sais pas moi, un conférencier à l'international qui est capable de remplir un stade. Mais bien avant, il faut que j'apprenne déjà à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça, à faire ci. C'est en commençant par régler toutes ces petites étapes-là que je serai un matin en train de faire des choses grandioses. Merci à M. Yannick Otto que nous avons reçu ici rapidement pour ajouter. Sachez que dans cette méthode d'efficacité, on parle aussi de travailler selon un sentiment d'urgence, on l'a dit ici. Et n'oubliez pas d'être assidu et régulier. Nous allons le retrouver un autre jour pour décortiquer encore ces sujets qui vous permettent d'être en harmonie avec vous et les autres à la maison et aussi au travail, pourquoi pas. Merci beaucoup à vous. Nous allons parler